Durant les années qui ont entouré la Seconde Guerre mondiale, la réputation de Boeing a été forgée par ses avions militaires. Ce sont des bombardiers qui ont porté cette réputation au firmament. Le B-17 Flying Fortress, le B-29 Super Fortress, le B-47 Stratojet, le B-52 Stratofortress. Côté civil, en revanche, les résultats étaient bien différents. Douglas Aircraft et Lockheed régnaient en maître sur le marché des compagnies aériennes d'après-guerre et le modèle 377 Stratocruiser de Boeing peinait à rivaliser. Seuls 56 de ces appareils furent vendus et à la fin des années 40, les commandes s'étaient complètement taries. Quelques 15 millions de dollars s'évaporèrent dans ce programme et Boeing se retrouva à dépendre presque entièrement des contrats militaires pour maintenir la tête hors de l'eau. Entre 1949 et 1950, les ingénieurs de Boeing commencèrent à esquisser les plans d'un avion de transport à réaction. Ils y voyaient une opportunité en or, un seul et même concept capable de servir simultanément les clients militaires et civils. À peu près à la même époque, le ravitaillement en vol devenait une pratique courante au sein de l'US Air Force. Des commandes pour plus de 800 KC-97 Stratofreighter étaient déjà enregistrées, mais cet avion ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme des nouveaux chasseurs et bombardiers à réaction. Boeing identifia la brèche. Un avion ravitailleur et de transport à réaction pourrait la combler, et les contrats militaires ne manqueraient pas de suivre. Pour marquer une rupture nette avec son passé à hélice, Boeing remania également son système de dénomination. Les anciens avions de ligne portaient des numéros de la série 300, et d'autres blocs de numéros étaient déjà attribués à des missiles et à des projets internes. Les avions de transport à réaction reçurent donc la série 700, et le tout premier devint le 707. Le service marketing privilégia ce numéro simplement parce qu'il sonnait mieux que 700 tout court. Aucune avancée dans ce programme n'aurait été possible sans un moteur en particulier, le turboréacteur Pratt & Whitney JT3C, une version civile dérivée du J57. Comparé au réacteur précédent, celui-ci délivrait une puissance nettement supérieure, et il équipait déjà le B-52. Cette puissance ouvrait la voie à quelque chose de plus grand, un avion à réaction avec une réelle capacité de passagers. Boeing testa de multiples configurations d'ailes et de moteurs, certaines empruntant des idées au B-47, d'autres au C-97, avant de se fixer sur une disposition à 4 moteurs. De cette recherche naquit le Boeing 367-80, plus simplement connu sous le nom de Dash 80. Les choses s'accélérèrent rapidement à partir de là. Les travaux débutèrent en 1952. L'avion sortit de l'usine le 14 mai 1954 et il prit son envol pour la première fois le 15 juillet de la même année. Boeing construisit le Dash 80 purement comme preuve de concept, un banc d'essai destiné à servir à la fois des objectifs militaires et civils. De manière assez ironique, l'US Air Force en devint le premier acquéreur, adaptant la conception pour en faire le KC-135 Stratotanker. La question de savoir si une version passager pourrait réussir commercialement restait ouverte. À ce moment-là, la majeure partie des revenus de Boeing provenait toujours de contrats militaires, et non des avions de ligne. Puis, le 7 août 1955, tout bascula. Un vol de démonstration au-dessus du lac Washington attira tous les regards du public sur le prototype. Ce jour-là, le pilote d'essai Tex Johnston réalisa un tonneau complet avec le Dash 80. Il la qualifia plus tard de manœuvre à 1G, techniquement sûre, bien que la direction de Boeing lui ait clairement fait savoir qu'il ne devait pas répéter cet exploit. Les retours des compagnies aériennes remodelèrent le fuselage presque immédiatement. À l'origine, le Dash 80 mesurait 335,28 cm de largeur, suffisamment pour 4 sièges de front, correspondant à l'ancienne configuration du Stratocruiser. Les transporteurs se sont opposés, avertissant que cela limiterait trop sévèrement la charge utile. Boeing élargit la cabine à 365,76 cm, assez pour 5 sièges de front, tout en réutilisant l'outillage de la chaîne du KC-135. Puis Douglas répliqua avec le DC-8, offrant 373,38 cm et 6 sièges de front, et les compagnies aériennes furent naturellement attirées par cet espace supplémentaire. Boeing élargit le 707 une fois de plus, cette fois à 375,92 cm. Le premier 700-720 de production vola le 20 décembre 1957,
un moment marquant le passage des essais de prototype à un véritable service commercial aérien. S'ensuivit une campagne d'essais en vol axée sur un objectif unique: prouver la maniabilité de l'appareil, son comportement au décollage et ses performances à l'atterrissage dans des conditions réelles d'exploitation aérienne. La certification de la FAA fut délivrée le 18 septembre 1958, étayée par une série exhaustive de vols d'essais. Deux pilotes, Joseph Tex Johnston, les pilotes d'essai Joseph John Timsichin et James R. Gannett furent au cœur de cet effort de certification. Leur contribution leur valut le tout premier A. Scott Crossfield Award, en fait, le tout premier Even C. Kincheloe Award, une distinction réservée aux réalisations exceptionnelles en matière d'essais en vol. À mesure que l'appareil passait du stade de prototype à celui de production à grande échelle, plusieurs modifications de conception furent apportées. Parmi les plus notables, des volets de bord d'attaque de type Kruger, ajoutés le long du bord d'attaque de l'aile, positionnés entre les moteurs intérieurs et extérieurs et présents sur les 700-720 et les 707-320. Cette modification découlait de préoccupations de sécurité soulevées par des accidents de dépassement de piste impliquant le de Havilland Comet, où des angles de rotation excessifs avaient entraîné une perte de contrôle. Les propres essais de Boeing confirmèrent un risque similaire. Le 707 pouvait subir un décrochage d'aile en cas de rotation excessive au décollage. Les volets de bord d'attaque s'attaquaient directement à ce danger, retardant le décrochage même avec des angles de rotation prononcés, y compris dans les cas où la queue effleurait la piste. Cette correction devint une partie intégrante et permanente de la conception de production certifiée, comblant ainsi une lacune de sécurité apparue au début de l'ère des jets. Le modèle de production de base, le 700-720, était propulsé par des turboréacteurs Pratt & Whitney JT3C et servi de modèle à toutes les versions destinées aux compagnies aériennes. Il offrit aux variantes ultérieures leur point de départ, une base conçue pour répondre aux différentes exigences de ligne et de charges utiles. Qantas, ayant besoin d'une cellule plus légère pour ses routes long courrier, fut à l'origine de la variante suivante, le 700-738. Construit à partir de la structure du 120, il perdit 6 cadres de fuselage, 3 devant l'aile, 3 derrière. Chaque cadre étant espacé de 50,8 cm, cela réduisit sa longueur totale de 3,05 mètres, la ramenant à 40,90 mètres. Le poids maximal au décollage est resté inchangé à 112 038,56 kg, ce qui signifiait qu'un poids structurel réduit libérait de l'espace pour plus de carburant sur de plus longues distances. Braniff International Airways cherchait autre chose, plus de poussée. Cette demande donna naissance au 707-220, équipé de moteurs Pratt & Whitney JT4A. La puissance supplémentaire était utile sur les pistes courtes et dans les climats chauds, bien que les ventes n'aient jamais vraiment décollé pour cette version. Bien plus significatif fut le 707-320, qui associait une envergure d'aile plus importante à des moteurs JT4A pour augmenter à la fois la capacité en carburant et l'autonomie. Un proche parent, le 707-420, utilisait la même cellule, mais échangeait les turboréacteurs américains contre des turbofans Rolls-Royce Conway. Alors que l'efficacité énergétique et la poussée devenaient prioritaires dans l'industrie, les turbofans devinrent rapidement le choix préféré. Le Pratt & Whitney GT3D, lui-même une évolution turbofan du GT3C, s'imposa comme le moteur standard de la lignée du 707 et les avions qui en étaient équipés reçurent le suffixe B. De nombreux anciens 720 et 700-720 furent modernisés pour correspondre. Le 707-320B, cependant, n'exista qu'en tant qu'appareil de nouvelle construction. Il présentait une structure renforcée pour supporter une augmentation de 8618,25 kg du poids maximal au décollage, ainsi que des modifications des ailes. Cette amélioration rendit possible les vols non-stop vers l'ouest depuis l'Europe vers la côte ouest de l'Amérique, ainsi que les liaisons directes entre les États-Unis et le Japon. La dernière variante civile majeure de Boeing, le 707-320C, fit de la convertibilité sa caractéristique distinctive, le C signifiant précisément cela.
Une large porte cargo dans le fuselage lui permettait de basculer entre les rôles de passager et de fret, et une aile redessinée ajoutait des volets de bord d'attaque à 3 sections. Ces améliorations affinèrent les performances au décollage et à l'atterrissage et permirent de supprimer la dérive ventrale, bien que la dérive verticale plus haute fût maintenue. Tout 707-320B construit après 1963 arborait cette même conception d'aile, lui valant l'appellation « avancée ». Bon nombre de ces appareils passèrent finalement au service militaire. Les variantes militaires, d'ailleurs, continuèrent de sortir des chaînes de production bien après l'arrêt des commandes des compagnies aériennes. Les toutes dernières cellules basées sur le 707, les E3 et E6, étant achevées en 1991. Le succès du 707 remonte à la position de départ de Boeing, fondamentalement différente de celle de ses rivaux. Les constructeurs concurrents se sont principalement basés sur les exigences des compagnies aériennes. Boeing, dès le premier jour, a conçu pour les marchés militaires et civils simultanément. Cette double approche a permis de répartir le risque financier. Les financements initiaux, le volume de production et l'expérience opérationnelle concrète ont tous afflué grâce aux commandes militaires, en particulier celles de l'Air Force. Les compagnies aériennes, à leur tour, ont hérité d'un appareil déjà éprouvé dans des conditions extrêmes. Boeing a également su rester adaptable. Les dimensions du fuselage ont été modifiées plus d'une fois pour satisfaire les exigences des compagnies aériennes en matière de configuration des sièges. Chaque fois que les transporteurs désiraient des cabines plus larges et plus de sièges, Boeing élargissait le fuselage, acceptant le coût de la refonte de l'outillage et les retards dans les calendriers. Les constructeurs rivaux, en revanche, ont figé leurs dimensions trop tôt et ont eu du mal une fois que les commandes ont commencé à affluer. Le timing a également joué en faveur de Boeing. Les compagnies aériennes aspiraient à l'ère du jet, mais des accidents précoces ailleurs les avaient rendues méfiantes. Le programme d'essai en vol de Boeing, son dossier de certification et ses marges de sécurité structurelles visibles ont progressivement dissipé cette hésitation. Les démonstrations publiques, associées à des progrès constants en matière de certification, ont donné aux compagnies aériennes une réelle confiance dans la capacité de l'avion à gérer les opérations quotidiennes. L'autonomie et la flexibilité distinguèrent également le 707 des précédents avions de ligne à réaction. Sa conception fondamentale permettait de nombreuses variantes sans compromettre la compatibilité au sein de la famille. Des modèles plus légers et plus courts géraient les routes long courrier, tandis que des versions à ailes plus grandes ouvraient le service intercontinental. Des améliorations ultérieures des moteurs étendirent encore davantage cette autonomie. Les compagnies aériennes, en conséquence, pouvaient développer leur réseau tout en restant au sein d'une seule et même famille d'avions pendant toute la période. Enfin, Boeing saisit pleinement ce qu'exigeait l'ampleur. Dès que les commandes commencèrent à affluer, la compagnie s'engagea pleinement. Production, support, service mondial, tout y passa. Les pièces de rechange, les programmes de formation et une logistique soutenue par l'armée rassurèrent les compagnies aériennes que l'avion ne serait pas laissé à l'abandon sans soutien, à un moment où les avions de ligne à réaction semblaient encore chers et non éprouvés. Cet engagement à long terme pesait d'un poids considérable.